Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on revient sur The Irishman, mais pas le film en lui-même, mais tout ce qui se passe autour, et il y a plusieurs choses. Alors, on va revenir sur cette histoire de pouvoir se découper The Irishman en mini-série, de pouvoir se le regarder en 4 épisodes. Donc évidemment, on va en parler. Et la deuxième chose, et là pour le coup je vais revenir sur quelque chose que j'avais déjà fait, mais malheureusement c'est une vidéo qui a disparu, alors c'est peut-être de ma faute, hein. En bidouillant un petit peu YouTube, j'ai peut-être dû, je sais pas moi, effacer la vidéo, j'en sais rien, en tout cas je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, cette vidéo n'est plus visible, c'est une vidéo que j'avais faite par rapport à la sortie de Roma, et je parlais du rapport des films Netflix avec le cinéma, etc. etc. Donc désolé pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo, donc je risque de me répéter un petit peu, parce qu'on va parler pour le coup de The Irishman, le cinéma, Netflix et tout ça, et tant mieux pour ceux qui me découvrent, hein, qui découvrent la chaîne et qui auront mon point de vue sur cette question, est-ce que Netflix tue le cinéma? Et pour les plus anciens, ceux qui me suivent depuis plus longtemps, je vais essayer quand même d'apporter de nouveaux arguments, histoire que vous ennuyez pas. Alors on commence tout de suite par ce fameux tweet qui est arrivé juste le lendemain, ou je crois même le jour même de la diffusion de The Irishman sur Netflix, et qui dure 3h30, c'est important. Ce journaliste qui a tweeté, en gros, un espèce de mode d'emploi pour regarder The Irishman en 4 fois, en 4 épisodes, en mode mini-série. Et en plus, il le dit. Comment regarder The Irishman en mode mini-série. Alors, moi, je vais vous donner mon point de vue sur cette question et vous dire pourquoi je suis absolument contre. Alors, pour le coup, je vais peut-être faire un peu mon facho de base, mais tant pis, c'est pas grave, parce que ma tolérance a des limites quand même dans les choses qui se mettent en place et par rapport à notre nouvelle façon de regarder les films, de les appréhender, de les apprécier même. Et il faut dire que de ce point de vue-là, Netflix change un petit peu la donne, puisque maintenant, on a des grands films de cinéma qui se retrouvent directement sur une plateforme de streaming. Pour autant, c'est pas non plus nouveau, parce que le fait de pouvoir visionner un film comme on a envie de le faire existe depuis la nuit des temps, depuis l'existence de la VHS, depuis l'existence du DVD, du Blu-ray, etc. On peut mettre des pauses pendant le film, on peut mettre des retours rapides, des avances rapides, etc. Donc, notre rapport aussi pour visionner des films a changé, mais il n'en reste pas moins qu'il reste quand même ce qui s'appelle les salles de cinéma, où là, on ne peut absolument rien changer, on ne peut pas dire d'un seul coup, je veux interrompre le film et tout ça. Donc, le fait que lui nous vende le fait de pouvoir regarder The Irishman en 4 fois, j'ai envie de dire que bon, il fait absolument ce qu'il veut. S'il a envie de le regarder en 6 fois, en 10 fois, en 20 fois, s'il a envie de le faire, pourquoi pas. Moi, ce que je vais reprocher déjà, première chose, c'est que déjà, il en fait la pub. C'est-à-dire que le mettre sur un réseau social comme Twitter et d'en faire la pub, ça like, ça tweet, ça retweet, etc., ça envoie un espèce de message qui, à mon avis, n'est pas très très bon. Ça envoie une nouvelle manière de voir un film qui dure plus de 3 heures. Et déjà là-dessus, moi je trouve ça quand même pas terrible d'en faire la publicité. Et pour le coup, tout le monde en a parlé, moi-même j'en parle, mais après, même si lui s'en est pris pas mal plein la gueule sur les réseaux sociaux, je dirais que c'est pas tant le fait de dire moi je regarde The Irishman en plusieurs parties, mais peut-être que c'est le fait aussi de dire regardez, j'en fais la promotion. Il y a dans cette idée de regarder The Irishman en 4 fois ou de le regarder en mini-série, il y a cette notion du temps. Ça permet dans son emploi du temps qui serait surchargé, à croire que certains ont des emplois du temps de ministre ou alors qu'ils sont présidents de la République, mais enfin bon bref, chacun a l'emploi du temps qu'il a. On n'a tous pas de temps, on a tous des vies, on a tous plein de choses, mais enfin bon, quand il s'agit de s'octroyer quand même 3 heures pour regarder un film, on peut quand même faire un effort pour le faire. Il ne s'agit pas non plus de regarder The Irishman dès la sortie à 9h du matin sur Netflix, on est bien d'accord. On n'est pas obligé de le regarder tout de suite. On peut le regarder 3 jours après, on peut le regarder un week-end, on peut le regarder, je sais pas moi, le samedi soir. Bon bref, il y a toujours un moment où on pourra se le regarder. Ce que je n'aime pas dans cette façon de faire, c'est que d'un seul coup, ce n'est plus le spectateur qui s'adapte au film, mais c'est l'inverse. C'est le film qui doit s'adapter au spectateur. Et c'est là où moi, je suis totalement contre. Un film, on doit s'adapter à lui. Le réalisateur, quand il fait asseoir un spectateur dans une salle de cinéma ou même devant une plateforme ou même devant un DVD de son film, ce qu'il demande au spectateur, c'est de lui accorder le temps de son film. Et non pas l'inverse. Le problème, c'est qu'en nous disant, en gros, il faut diviser le film en 4 fois, et ben en gros, ça veut dire que c'est le film qui s'adapte à ton emploi du temps. Ça, j'avoue que c'est une idée que j'ai du mal à supporter. Un film, quand on va le voir ou quand on le regarde, on doit prendre en considération sa durée, sinon on ne le regarde pas. Si on pense que The Irishman dure 3h30 et que c'est trop long,
et que à la limite ça nous gaffe de regarder 3h30 de film, bah on ne le regarde pas, c'est tout. On ne se lance pas dans un visionnage en plusieurs fois. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'autant que ce n'est pas une œuvre qui a été pensée comme telle. Ce n'est pas une œuvre qui a été pensée comme une série ou comme une mini-série. Et loin de moi l'idée de critiquer les séries, vous savez que j'adore ça, bien sûr. Mais ce sont deux médias différents. C'est deux conceptions de raconter une histoire de manière différente. Quand on coupe un film, ça coupe automatiquement l'immersion. Alors attention, je ne parle pas par exemple de couper The Irishman, je sais pas moi, à 2 heures, le temps d'aller aux toilettes, le temps d'aller se boire un verre d'eau, le temps de se fumer une clope. Même moi je l'ai fait. Quand j'ai regardé The Irishman, à un moment j'ai mis pause, je me suis arrêté 5 minutes, peut-être voire même 10 minutes, allez, grand maximum, mais je l'ai repris tout de suite après. Le problème avec cette histoire de le découper en mini-série, ça inclut le fait que tu te regardes 40 minutes le lundi soir, et puis tu te regardes la deuxième partie le mardi soir, et puis la troisième partie le mercredi soir. Et là, tu perds toute immersion. Un film, c'est un flot continu d'informations, c'est un flot continu d'émotions. Un film, c'est pas comme une série, par exemple, où aussi tu as de l'émotion, tu as de l'action, tu as un flot d'informations. Mais le truc, c'est qu'ils ont choisi ce mode-là pour pouvoir découper leur œuvre en plusieurs parties. Du fait qu'à la fin du premier épisode, il se passe une action bien précise, paf, cliffhanger, ou pas cliffhanger d'ailleurs, mais bon, bien souvent, il y a des cliffhangers, et puis le deuxième épisode reprend peut-être sur un événement antérieur à ce que tu as vu dans le premier, ou peut-être même un événement futur. Ce n'est pas construit de la même manière. Un film, surtout The Irishman, non mais vraiment, il n'y a pas un cliffhanger incroyable dans The Irishman, ce n'est pas absolument pas basé là-dessus. C'est construit comme un film fleuve, dans lequel tu dois te laisser porter très clairement. The Irishman, c'est conçu comme ça. Et là, clairement, en regardant une partie le lundi, puis une autre partie le mardi, je ne vois pas comment tu peux rester immergé dans le film. On appelle ça vulgairement se remettre dans un film, mais c'est exactement ça, les mots ont un sens. C'est-à-dire que tu dois te remettre dans l'univers, parce que tu as coupé la veille, puis le lendemain tu vas au travail, puis tu fais autre chose, tu te déconnectes complètement de l'univers dans lequel tu t'es immergé la première fois, et le lendemain, il va falloir que tu te réimmerges dans cet univers. Il va falloir que tu te dises, bah attends, lui il faisait quoi, lui qui c'était, etc. Et puis surtout, tu as coupé l'émotion, tu as coupé l'élan, t'as coupé tout ce qui t'immergeait dans ce film, dans cette œuvre. Et pour moi, c'est pour ça que c'est ridicule de devoir couper un film. Ou alors, à la limite, tu peux le faire quand, par exemple, c'est un film que tu as déjà vu. Je sais pas, tu l'as vu une fois, tu l'as vu 2 fois. Tu connais un petit peu tous les éléments narratifs qu'il va y avoir. Tu connais un petit peu tous les rebondissements de l'histoire. À la limite, d'accord, tu le connais. C'est un film que tu as déjà appréhendé. Mais quand tu ne connais pas le film, quand tu ne connais pas une œuvre, ce que te demande le réalisateur, c'est que tu te laisses porter par son œuvre. C'est tout. Et le fait de le découper, mais que ce soit The Irishman, que ce soit Titanic, que ce soit Ben-Hur, Lawrence d'Arabie ou tout ce que tu veux, mais pour moi, c'est presque une hérésie, ouais, de couper un film comme ça en plusieurs fois et de le concevoir comme une mini-série parce que ce n'est pas conçu comme tel. Alors il y a aussi cette histoire de temps, parce qu'on va me sortir cette histoire de temps. Ouais, mais moi j'ai pas le temps. Oui, mais moi tu comprends, à 22h je dois aller chercher le gosse chez la nounou, et puis moi à 23h je dois aller boire un verre avec mes potes, et puis ci, et puis ça. On a tous des bonnes raisons. Moi le premier, de ne pas se concentrer pendant 3 heures. On a tous des vies, on a tous des choses. Seulement, ce que je voudrais dire par rapport à cette histoire de temps, qui pour moi n'est pas un argument, mais réellement, hein, pour le coup, c'est déjà quand on va au cinéma. Quand on va voir Avengers Endgame, 2h45 de film. Je compte même pas le fait d'y aller et le fait de revenir chez soi. Donc tout ça peut prendre 3h30, voire des fois même 4 heures. Quand on va au cinéma, on ne discute pas. On n'est pas en train de se dire « j'ai pas le temps » ou je ne sais quoi. On se dit qu'à ce moment-là, on aura le temps de donner sa chance à un film qui dure 2h45, on va au cinéma, et puis on regarde le film et on prend son temps. Donc quand on veut prendre le temps de regarder un film, on le prend. Mais le fait, et ça rebondit encore une fois de plus sur ce que je disais en début de vidéo par rapport à cette histoire de temps, c'est que des gens ont inventé, en gros, ouais mais tu comprends, comme j'ai pas le temps, bah moi ça m'arrange de le regarder comme ça. Mais pour moi, ce n'est pas un argument valable. Quand on va au cinéma, t'as pas 10 personnes qui demandent au projectionniste tu me couperas le film à 22h hein, parce que moi j'ai des trucs à faire et demain je reviens et hop, tu me mets la suite quoi. C'est pas possible. Je veux dire, tu vas pas me faire croire que même un mec fan de Marvel et qui regarde Avengers Endgame en Blu-ray, il va couper son film comme ça en 4 fois quoi. Je ne peux pas y croire. Au pire, il le coupe au milieu du film. Au pire même, il le reprend le lendemain, mais il s'en fout, il l'a déjà vu. Donc à la limite, ça pose pas vraiment de problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base,
quelqu'un qui découvre un film, mais refusera de le voir en mode mini-série, c'est pas possible. Ou alors, c'est que le film t'ennuie, et là c'est un autre débat, t'as le droit d'être ennuyé devant The Irishman, ça c'est pas un problème non plus. Bien sûr que t'as le droit d'être ennuyé, t'as le droit de trouver ça chiant, t'as le droit de trouver tout ce que tu veux, mais ça c'est un autre débat. Mais dans ce cas-là, si tu trouves le film ennuyeux, bah tu le coupes, voilà, tu l'arrêtes, c'est tout. Tu te dis, bon bah ça me fait chier, j'aime pas ce film, hop, j'arrête, et puis tant pis, c'est pas pour moi, quoi, voilà. Mais le fait, cette histoire de le découper en 4 fois, quoi, non, c'est pas possible, quoi. On n'est pas dans un organisme de crédit où, je sais pas, moi, les trucs en 4 fois, quoi, où tu payes en 4 fois. Maintenant, tu regardes des films en 4, 5, 6 fois, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc oui, je m'oppose un peu à ce mode de visionnage. Alors dites-moi aussi dans les commentaires si vous envisagez de le mater en 4 ou 5 ou 6 fois ou même en 15 fois, mais s'il vous plaît, non, ne le faites pas, vraiment. Alors maintenant, on passe au deuxième sujet, Netflix tue-t-il le cinéma? Parce que c'est vrai que maintenant, on n'arrête pas à chaque fois qu'il y a un grand film Netflix qui sort sur la plateforme, et ça a fait le coup avec The Irishman, c'est que d'un seul coup, tout le monde pleure, tout le monde chiale, ouais, mais moi je voulais le voir au cinéma, etc. etc. Bon, même moi, hein, j'avoue, au générique de fin, quand j'ai vu le générique de fin, j'ai fait, ah là là, c'est vrai, qu'est-ce que j'aurais voulu le voir au cinéma. Bon, mais maintenant, il s'agirait peut-être d'arrêter un petit peu ce débat parce qu'on a compris que Netflix était une plateforme de streaming et non pas un circuit de cinéma parallèle. Peut-être qu'il va le devenir, attention, et on va essayer d'en parler. Il va falloir peut-être à un moment changer de sujet et de se dire, bon bah voilà, Netflix c'est une plateforme de stream, il n'y a pas forcément de diffusion en salle. Et pourtant, des fois, ils jouent le jeu. The Irishman, ils l'ont sorti en Belgique, ils l'ont sorti évidemment dans quelques salles. Mais la vocation de Netflix, ce n'est pas de sortir les films en salle, pour l'instant du moins. Après, il y a cette histoire, parce que ça, évidemment, on me l'a sorti, Netflix tue le cinéma. Puis alors, une affirmation grosse comme ça. Alors là-dessus, moi, je m'y oppose farouchement. Attention, dans cette vidéo, je ne suis pas en partenariat avec Netflix, je tiens à le dire. Netflix ne me donne rien, je ne le donne rien. Il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que pour le coup, je prends la défense de Netflix par rapport à cette question-là, et je l'avais déjà fait dans la vidéo qui n'est malheureusement plus sur la chaîne. Netflix ne tue absolument pas le cinéma, ce qui tue le cinéma, c'est le cinéma lui-même. Ce sont les producteurs. Je parle par exemple évidemment des grosses productions. Je peux même parler aussi du cinéma français qui fait beaucoup de comédies. Là, je parle vraiment des films connus. Attention, je ne parle pas des plus petits films qui sont moins bien vendus. On va en parler bien sûr dans la vidéo, mais là, ce que je dis, c'est juste sur les films, on va dire, populaires, les blockbusters, les films qui rapportent de l'argent, et puis il y a aussi le cas des petits films. Mais pour l'instant, je prends exprès ça. Et pour moi, ce qui tue le cinéma, donc, ce sont les producteurs, parce que qu'on le veuille ou non, le film de Scorsese, même si oui, ça rapporte pas autant d'argent qu'un Disney ou qu'un Marvel ou qu'un énième reboot, ça c'est évident, n'empêche que le film a coûté extrêmement cher. Donc je le fais rentrer, non pas dans la case blockbuster, mais dans la case du film, voilà, grand public, quoi, qui va être vu. Voilà. Et pourquoi je dis que c'est le cinéma qui se tire une balle dans le pied? Tout simplement quand on prend 3 exemples. Quand on prend par exemple le film Roma, quand on prend le film Mowgli, et quand on prend évidemment The Irishman. Il faut bien comprendre que The Irishman et Roma, ils rentrent un petit peu dans la même case. Ce sont 2 films qui ont été refusés très clairement dans les studios. Le premier pour Roma, Alfonso Cuarón, tu penses bien qu'un film en noir et blanc sur l'enfance de Cuarón, etc., un peu autorisant, les mecs se sont dit laisse tomber, on pourra pas le vendre, c'est mort, alors que le film est magnifique, mais non, laisse tomber, on préfère produire autre chose, peut-être un énième reboot et tout ça, ou suite à la con. Et puis pareil, dans le cas de Scorsese, il se fait claquer la porte au nez très clairement, je crois qu'il était allé chez Paramount pour vendre son Irishman. Alors évidemment, il va pas le faire en mode affranchi ou casino, mais il t'amène Robert De Niro, il t'amène Al Pacino, etc. Et les mecs lui disent non. Ils disent non à Martin Scorsese. Qu'on dise non à la limite, et encore pour moi c'est inconcevable, à Alfonso Cuarón déjà c'est limite, mais qu'on dise non à Martin Scorsese, qui est pour moi un cinéaste légendaire, là pour moi ça ne passe plus du tout. Et le fait est que, qu'est-ce que fait Netflix? Bah eux, ils jouent leur rôle de circuit alternatif, j'ai envie de dire, donc ils récupèrent les grands réalisateurs et ils le diffusent sur la plateforme de stream. Il y a un troisième cas qui est intéressant, c'est le cas Mowgli. Mowgli, c'est un film qui, lui, avait été donc produit par la Warner, et on voit même le logo Warner quand on lance le film sur Netflix, mais seulement le truc, c'est que Warner a flippé de le sortir en salle. Parce qu'ils se sont fait couper un peu l'herbe sous le pied par Disney, qui ont sorti, eux, leur adaptation live du Livre de la Jungle, et ils se sont dit, nous, on va pas tenir la distance, etc., ça marchera moins, et tout ça. Non mais peu importe, ils ont toutes les raisons du monde de pas vouloir sortir un film, mais c'est inadmissible d'avoir produit un film, un bon film en plus, très clairement, et c'est inadmissible de ne jamais avoir voulu le sortir en salle. Ou alors ils ont hésité, ils n'ont pas voulu, bref, Netflix est arrivé, ils ont dit bon bah nous on le veut,
on allonge un peu de millions de dollars, on le récupère et hop, on le diffuse sur la plateforme de streaming. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique par rapport à ces 3 exemples, en quoi Netflix tue le cinéma. Ils ne tuent absolument rien du tout. Eux, au contraire, ils sont dans un rôle, en gros, de circuit alternatif, ils récupèrent les films, ils récupèrent les grands réalisateurs qui se font en général de plus en plus claquer la porte au nez quand ils demandent du budget pour leurs films, même des réalisateurs légendaires, même des grands réalisateurs. Alors évidemment, je compte pas des Spielberg ou des Eastwood parce que eux, ils ont leur boîte de prod, donc ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Mais j'imagine que ces 2 cinéastes n'aient pas de boîte de production. Mais peut-être qu'ils ne pourraient pas tourner les films qu'ils voudraient faire. Attention, là, ils les tournent parce qu'ils ont leur truc, ils ont leurs propres moyens de financement. Mais s'ils ne l'avaient pas, je me demande si un cinéaste comme Clint Eastwood pourrait peut-être encore tourner ses films dans un circuit de studio classique. Peut-être que lui aussi irait chez Netflix, peut-être qu'il irait chez Amazon, peut-être qu'il irait voir d'autres plateformes. On ne sait pas. Mais en tout cas, par rapport à ces 3 exemples, c'est édifiant. Le cinéma tel qu'il est conçu par Hollywood ne conçoit pas qu'on puisse financer des films de Martin Scorsese. Alors, moi j'ai même envie de dire qu'on peut remercier même Netflix. Parce que sans eux, on n'aurait jamais vu The Irishman. Et ça, c'est super important quand on y pense. À un moment donné, on se dit, mais attends, c'est vrai que c'est grâce à eux si je l'ai vu le film. S'ils n'avaient pas été là, mais je n'aurais jamais vu ce film. Et là, ça te fait poser une autre question. Combien de projets qui doivent être déposés à Hollywood par des scénaristes, par des réalisateurs, par plein d'intervenants, mais dont on passe à côté toute l'année. Peut-être ça fait 6 ans qu'on passe à côté de pépites. Parce que ces projets ont été refusés par les studios. Et Netflix, évidemment, ne peut pas être non plus sur tous les fronts. Ils ne peuvent pas récupérer tout le monde. Et le truc, c'est que moi, c'est la question que je me suis même posée. Je me suis dit, mais combien peut-être de chefs-d'œuvre? On est passé à côté de plein de chefs-d'œuvre. Et à la place de chefs-d'œuvre, on a eu toutes les conneries financées par Disney, financées par la Fox, bon maintenant qui appartient à Disney, qui produit des conneries de suite, de reboot de Terminator, de Alien de je sais pas quoi, de etc. etc. Voilà tout ce qu'on doit se taper, à la place peut-être de chefs-d'œuvre. Mais heureusement que Netflix était là pour The Irishman, parce qu'on serait passé totalement à côté de cette grande œuvre. Alors après se pose la question des petits films qui sont bien souvent mal vendus, où tu sens que les exploitants de salles ne veulent pas risquer de sortir des films comme Midsommar par exemple, le 31 juillet. Bon, alors il y en a qui le sortent, on en a parlé, mais peut-être pas assez. Donc va se poser aussi tout ce problème-là, des films qui sortent en salle dans un circuit de cinéma traditionnel. Peut-être si ces films-là avaient été récupérés par Netflix, peut-être qu'on en aurait beaucoup plus parlé. Parce que du coup, ça crée une espèce de scission entre le circuit cinéma traditionnel et Netflix, et les deux ont leur audience réellement. Quand un petit film sort sur Netflix, on en parle, et on en parle peut-être bien plus qu'un Midsommar qui sort le 31 juillet, 2 semaines après le Roi Lion, et on va plus parler du Roi Lion qui broie tout sur son passage, plutôt qu'un Midsommar, même si les 2 films n'ont absolument rien à voir, bien sûr. En le mettant sur un circuit alternatif, peut-être qu'on parlerait plus aussi des petits films, qui ont moins le budget que des gros mastodontes. Alors il y a aussi l'exemple Joker. Joker, c'est pour moi un succès inespéré. Je me réjouis vraiment du succès du Joker parce que c'est un film qu'on a pu voir en salle, et puis c'est un film qui se sert d'une licence, qui fait du blockbuster, mais sans faire un blockbuster. Moi, j'imagine la tête des producteurs quand ils ont vu débarquer l'autre avec son projet de Joker, quoi. Ça a dû être panique à bord, quoi. Ils ont dû vraiment hésiter à sortir ce projet. Heureusement, ils l'ont fait. Mais des exceptions comme Joker, je pense pas qu'on en ait beaucoup dans les années à venir. Même si le succès colossal du Joker a envoyé un signal. A dit, bah regardez, quand vous arrêtez de prendre les spectateurs pour des cons, regardez, ils vont le voir en masse. C'est le signal que ça a envoyé, donc c'est plutôt bon signe. Mais est-ce que ça veut dire que les producteurs vont appliquer cette formule dans les mois à venir, dans les années à venir? Pas sûr. Les producteurs vont aussi se rencarder sur le succès de The Irishman sur Netflix. Alors Netflix communique peu, je crois, sur le nombre de visionnages en fait de ces films sur la plateforme, mais ils communiquent parfois de temps en temps. Et peut-être qu'ils vont se rencarder sur ces chiffres-là et se dire « Ah, t'as vu quand même le film, bon, même si, oui, il a pu diviser parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été ennuyés par la longueur de The Irishman, comme quoi il n'y avait pas d'action et tout ça, mais quand même, c'est un film dont on a énormément parlé. Moi, je te garantis que The Irishman se serait sorti en salle. Alors oui, ça n'aurait peut-être pas fait le succès d'un Joker, mais en tout cas, c'est un film qui aurait pu être largement, à mon avis, rentabilisé par les entrées en salle, mais c'est évident. Mais les producteurs ont refusé de le sortir. Donc, ça revient à ce que je disais au départ, Netflix ne tue absolument rien. Au contraire, Netflix encourage même à ne pas louper des pépites, à ne pas louper des bons films. Alors ça ne veut pas dire que tous les films produits par Netflix sont bons, loin de là, parce qu'il y a beaucoup de conneries, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il récupère un bon réal, quand il lui donne l'argent qu'il faut, quand il lui donne carte blanche,
bah ça donne ça quoi. Donc on va quand même pas s'en plaindre. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, bien sûr sans violence, toujours avec bienveillance, et essayez d'argumenter un minimum, voilà c'est tout ce que je vous demande, et on pourra en débattre de tout ça. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, bien sûr mettez les pouces bleus comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à vous rendre sur les 2 liens pour soutenir la chaîne, le lien Tipeee, le lien Utip. Nous, on se retrouve limite demain pour la review de l'épisode 7 de Watchmen. Ciao!